Eh bien, bonjour. Je vous accueille aujourd'hui dans cet atelier qui porte sur le rôle des papas, le rôle des pères dans le développement des enfants. Et puis, j'ai à mes côtés la personne qui va nous entretenir de ce sujet important, Christine Gervais, qui est professeure en sciences infirmières à l'Université du Québec en Outaouais, au campus de Saint-Jérôme. Et puis, moi, je suis Carl Charité, de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et je vous souhaite la bienvenue ici, mais je souhaite aussi la bienvenue à une quarantaine de personnes, peut-être même un peu plus, qui font partie de ce qu'on pourrait appeler le balcon virtuel. Hein? Donc, ils sont avec nous à travers la toile. Et puis, la façon dont on va procéder, c'est que je vais donner la parole à Christine dans quelques instants. Elle va faire sa conférence pendant à peu près 1 heure. Donc, ça va nous laisser quelque chose comme 45 minutes d'échange, de discussion, de questions, pour pouvoir continuer d'aborder ce thème qui est très important. Ce thème-là, le rôle du père dans le développement des enfants, ça fait au moins 30 ans qu'on aborde cette situation. Il y a de plus en plus de recherches et d'études qui nous montrent l'importance des hommes, l'importance des pères dans le développement des enfants. Pourquoi c'est encore important de le dire? Peut-être qu'on est en train d'enfoncer des portes ouvertes en mettant sur la table, sur la sellette, ce genre de connaissances. Eh bien, je vais vous dire non. On n'enfonce pas des portes ouvertes quand on fait ça, quand on rappelle ce genre de choses et puis qu'on précise des affaires qu'on ne connaissait pas encore. Okay. C'est facile d'oublier l'ensemble des choses que Christine va nous parler aujourd'hui, surtout lorsqu'on a à prendre des décisions. C'est facile d'oublier dans les réseaux de la santé, le réseau scolaire, à plein d'endroits, que les hommes, les pères, ont un impact sur le développement de leur enfant. Et donc, aujourd'hui, cet après-midi, c'est ça qu'on se paye comme traite, la possibilité de se rappeler ce genre de choses. Donc, Christine, je te laisse la parole et puis je t'interromps quand c'est le moment de passer à l'autre étape. Voilà, c'est bon. Merci. Et bienvenue tout le monde, bienvenue aussi aux gens qui nous écoutent à la maison ou au travail. Alors, comme Carl a un peu introduit, je vais vous faire une espèce de synthèse des connaissances qu'on a à ce jour sur qu'est-ce que le père contribue dans la vie de son enfant. Puis comme quand on parle des enfants, bien, je trouve que jamais loin derrière les enfants, il y a des parents. Bien, je vais aussi extrapoler un peu, je vais vous parler un peu de l'influence de la présence du père, ce que ça peut apporter à la mère sur la relation conjugale, puis évidemment au père lui-même, parce que c'est lui le principal acteur dans cette dynamique-là, après tout, même si souvent on est un peu porté à l'oublier. Alors, je suis professeure à l'Université du Québec en Outaouais, en sciences infirmières. J'enseigne la santé familiale, la santé périnatale aussi. Puis, je suis très contente d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est spécial, c'est la 7e fois que je viens à la super conférence. Donc, j'ai commencé en même temps que le début de mes études. Alors, de me retrouver aujourd'hui en avant, ça fait un drôle d'effet. Je suis un petit peu intimidée, je vous avoue. Alors, je suis aussi la coordonnatrice du projet Initiative Amis des pères au sein des familles, qui est un projet de soutien puis de valorisation de l'engagement paternel. Alors, je reconnais certains visages dans la salle. Vous allez reconnaître certaines notions aussi qu'on aborde dans le projet. Alors, c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont se retrouver, qui vont vous rappeler le projet. Alors, quand on parle d'engagement paternel, il faut toujours garder en tête que l'engagement paternel ou le rôle du père, c'est une question de contexte. Alors, un peu comme Daniel Paquette l'a dit ce matin, je me retrouve un petit peu à répéter, mais je ne savais pas ce qu'elle allait dire. Donc, si on se fie à la théorie de l'évolution, le rôle du père, c'est une question de survie. Alors, chez les animaux, la majorité des espèces vont être polygames. Le rôle du père se limite à procréer. Et après ça, le père ne connaît pas ses enfants, il repart et la mère s'en occupe très bien. Chez les humains, au contraire, on est une des seules espèces où est-ce qu'on est monogame depuis déjà plusieurs années, dans la majorité des sociétés du moins. Puis le rôle paternel, il s'étend à un rôle de protecteur et de pourvoyeur. Alors, le rôle paternel est vraiment une fonction première de survie
Pour plusieurs raisons. Premièrement, le père, il y a tout l'aspect de l'incertitude de la paternité. Donc, le père, s'il ne resterait pas proche de la femme puis de l'enfant, il ne saurait pas nécessairement qui est son enfant. Il y a la période de gestation qui est beaucoup plus longue, qui demande à la femme, à la fin de la grossesse, d'être protégée. Donc, qui demande au père d'être présent dès la grossesse, au moment de la naissance. Il y a l'immaturité du bébé à la naissance. Le bébé humain, quand il naît, est beaucoup moins développé que la majorité des mammifères. La majorité des mammifères, quand ils naissent, peuvent se déplacer, peuvent s'alimenter par eux-mêmes, chose qu'un nourrisson humain ne peut pas faire avant 9 à 12 mois, dépendant des enfants. Alors ça aussi, ça demande une présence parentale accrue, ce qui demande la participation du père. Puis il y a aussi la période de dépendance qui est beaucoup plus longue de l'enfant. Si on regarde justement le contexte, quand on dit que le rôle paternel, c'est une question de contexte, bien, actuellement, il y a différents facteurs dans la société qui poussent vers un engagement accru des pères. Donc, si on regarde les facteurs qui vont en faveur d'une vision plus traditionnelle du rôle du père, parce que cette vision-là cohabite présentement avec un rôle plus actif, il y a encore plusieurs stéréotypes, si on regarde les publicités, par exemple, où est-ce qu'on va avoir des images qui nous renvoient à ce que soit les hommes sont moins compétents pour s'occuper des enfants, ou soit ils se sentent moins adroits pour le faire, soit ça les intéresse juste pas. Donc, on a des messages sociaux encore qui tendent vers un rôle plus traditionnel du père. Il y a aussi l'ambiance de travail dans plusieurs entreprises où ils vont être beaucoup moins compréhensifs quand les hommes doivent prendre des congés parentaux ou quand ils doivent juste s'absenter une journée puisque l'enfant est malade. Alors ça aussi, ça tend à garder les hommes dans un rôle plus traditionnel. Puis il y a finalement différentes politiques puis différents messages sociaux qu'on entend aussi. Donc quand on regarde par exemple les critères d'admissibilité du programme CIP puis qu'on se rend compte qu'il faut que les critères d'admissibilité touchent la mère. Donc, il faut que la mère soit à faible revenu, soit sous-scolarisée pour que la famille puisse bénéficier du programme. Mais on se rend compte aussi que ça renvoie l'idée que la parentalité relève de la mère beaucoup plus que du père. À l'opposé, on a plusieurs autres facteurs qui poussent vers un modèle ou une vision du rôle du père beaucoup plus ouverte. Alors, on a toute l'émergence d'un discours qui prône une paternité plus affective. Puis ça, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est sans doute que vous l'avez entendu puis que ça colle à vos valeurs. Il y a le discours féministe aussi qui insiste sur l'importance de partager les tâches sur l'engagement paternel comme un levier pour atteindre l'égalité entre les sexes. Il y a toutes les connaissances scientifiques qu'on possède au niveau de l'effet de l'engagement paternel sur le développement des enfants que je vais vous parler plus précisément aujourd'hui. Il y a aussi toutes les ruptures conjugales qui ont favorisé d'un certain sens un rôle plus ouvert puis plus global des pères parce que tant que les familles restaient en union, donc les familles nucléaires, c'était plus facile pour les couples de se différencier. Donc, maman prenait en charge certaines tâches, typiquement les soins des enfants, et papa prenait en charge d'autres tâches comme les apporter aux activités sportives puis faire plus l'aspect jeu. Et puis, les deux parents pouvaient rester dans des tâches très typées. Le jour où on a commencé à voir les séparations augmentées, comme c'est le cas actuellement, un couple sur deux se sépare, bien les pères qui se retrouvent en garde partagée avec leurs enfants pendant les 24-48 heures qu'ils ont leurs enfants, ils doivent assumer un engagement qui est beaucoup plus large parce qu'ils doivent faire l'ensemble des tâches qui sont reliées au fait d'avoir un enfant. Donc, ils doivent autant s'occuper de la cuisine, des commissions, préparer les lunchs, faire le lavage, réconforter l'enfant, le laver, l'endormir, l'amener chez ses amis, s'occuper de ses activités parascolaires. Donc, ça aussi, ça a contribué à ce que l'engagement des pères se diversifie de manière très importante. Puis finalement, il y a aussi d'autres politiques qui favorisent une vision plus ouverte du rôle du père, dont le congé parental qui est réservé au père, le congé paternité qu'on a au Québec depuis 2006, comme on a parlé ce matin. Alors, tout ça pour vous illustrer un peu, c'est le contexte dans lequel on s'inscrit au Québec quand on regarde plus précisément l'importance du père. Donc, on commence par définir l'engagement paternel. J'imagine que ça doit être familier pour la majorité d'entre vous, mais l'engagement paternel, on définit ça comme la participation puis la préoccupation continue du père, biologique ou substitut, à l'égard du développement et du bien-être autant physique que psychologique de son enfant. Alors, c'est une définition très large qui peut englober plusieurs manières d'être père. Puis ça vise surtout pas à faire une liste de comportements que doivent adopter les pères. Si on regarde c'est quoi un père engagé, comment concrètement ça s'illustre, puis ça se vit au quotidien,
Bien, il y a 6 dimensions à l'engagement paternel. Donc, il y a le père qui est en interaction avec son enfant. Ça peut être l'interaction à travers, souvent les hommes vont choisir les interactions à travers le jeu. Ça peut être l'interaction plus du réconfort. Ça peut être l'interaction plus dans les soins quotidiens de l'enfant aussi. Il y a le père qui ouvre au monde. Ça, c'est une fonction qui est très spécifique aux pères, puis que les pères font particulièrement. Les pères, ils vont avoir tendance à intégrer le monde dans l'univers de leur enfant, puis à ouvrir l'univers de leur enfant sur le monde. Donc, c'est souvent les pères qui vont initier leur enfant à faire des nouvelles activités, à aller faire de la randonnée, à enlever les petits trous sur le vélo parce que l'enfant est rendu là, à enlever les flotteurs pour que l'enfant apprenne à nager seul. Le père, comme il travaille à l'extérieur pendant toute la journée, dans la majorité des familles, quand il revient à la maison le soir aussi, il y a plein de choses à partager sur son travail qui introduit dans la vie de l'enfant. C'est souvent le père aussi qui va amener son enfant à son premier concert de rock. C'est celui qui va l'apporter à son premier match de hockey. Donc, le père a vraiment une fonction d'ouvrir puis de faire découvrir le monde à son enfant. Il y a le père qui prend soin. Donc, c'est sûr que quand les enfants sont jeunes, les soins sont plus les soins de base en termes de, nourrir l'enfant, le réconforter, le laver, s'assurer qu'il n'ait pas froid, pas chaud. Mais plus l'enfant grandit, puis plus les soins se diversifient, ça va donner des soins aussi émotionnels, s'informer comment ça s'est passé à l'école, comment ça va avec les amis. Donc, tout ce qui est le soin global de l'enfant. Il y a le père qui discipline, qui reste un sujet très, très d'actualité, puis que les pères d'aujourd'hui accordent énormément d'importance à la discipline, puis la majorité dans nos projets de recherche nous parle beaucoup que cette discipline-là n'est pas évidente à incarner puis à être constant. Donc, un des pères nous disait, l'affaire, je pense, la plus difficile puis la plus importante, c'est d'être constant. Puis en éducation de l'enfant, que les limites soient claires, puis que la mère et le père aient la même limite à la même place. Alors, c'est une préoccupation qu'ils ont. Quand on parle de discipline, c'est autant établir les règles, donc décider avec la mère de l'enfant, ça va être quoi les limites dans la maison, mais aussi les appliquer au quotidien. Donc, traditionnellement, on avait un modèle, la fameuse phrase où on dit « Attends que ton père arrive ». Puis là, le père était chargé d'appliquer la sentence. Maintenant, de plus en plus, les pères sont impliqués aussi dans la négociation des limites puis des règles de la maison. Puis il y a le père évocateur. Le père qui évoque son enfant est un père qui pense à son enfant, qui le porte en dedans de lui, même quand il n'est pas en présence ou en interaction directe avec son enfant. Alors, j'avais trouvé cette image-là, c'était chouette. C'est un papa qui racontait qu'il voyageait beaucoup pour son travail. Puis, ce qu'il faisait quand il partait en avion, c'est qu'il prenait un dessin de son enfant, puis pendant son vol, il le coloriait, puis il le bonifiait, il donnait de la texture, des couleurs, puis quand il revenait, il le donnait à son enfant. Donc, c'était un moyen pour lui de rester en contact avec ses enfants, malgré ses nombreux déplacements. Donc, l'évocation, ça peut être de parler de son enfant avec des collègues, ça peut être de raconter une anecdote de quand l'enfant était petit, d'avoir des photos avec soi, tout ce qui fait que l'enfant reste présent dans les pensées du père, même quand il n'est pas physiquement présent. Puis la dernière dimension, c'est le père responsable, qui est beaucoup plus large. Le père responsable, il s'assure, premièrement, qu'il y ait des ressources pour l'enfant. Donc, des ressources, ça va autant de l'aspect pourvoyeur, de rapporter de l'argent à la maison, mais ça va aussi de s'assurer que la gardienne a été réservée s'il y a un rendez-vous, s'il y a une sortie de planifiée, que le rendez-vous a été pris chez le dentiste. Donc, c'est toute la gestion de la vie quotidienne de l'enfant pour que l'enfant ne manque de rien, puis pour qu'il grandisse dans un contexte qui est sécurisant. Ce qui est intéressant aussi avec la responsabilité, c'est qu'on voit que pour plusieurs pères, ça va prendre la forme, spécifiquement pendant le congé parental, de rénover la maison, de construire une galerie, de construire un cabanon, de finir la salle de jeu. Donc, c'est des comportements que des fois, on n'associe pas de l'engagement. On se dit, bien là, il est en congé parental, il devrait s'occuper de son bébé. Mais pour le père, c'est une manière de s'engager que de finir une salle de jeu ou de sécuriser la galerie pour s'assurer que son enfant ait un milieu sécuritaire où grandir. Alors, avant de parler des effets du développement, des effets de l'engagement paternel sur le développement de l'enfant, il faut se pencher sur c'est quoi les différences puis les similitudes entre les comportements paternels puis maternels. Si on veut être capable de dire que l'implication du père amène quelque chose à l'enfant, il faut être capable de voir justement un peu comment il peut produire cet effet-là. Alors, selon vous, il y a plus de similitudes ou de différences entre les comportements entre les mères et les pères? Différence? Similitude?
OK, combien votent pour les différences? Similitudes? On est à peu près moitié-moitié. C'est une bonne question, puis c'est... il y a plusieurs travaux qui se sont penchés sur ça, justement. Ce qu'on sait, c'est que dans un contexte contrôlé, donc, admettons, on fait venir des parents en laboratoire, puis on leur donne un certain nombre de tâches à accomplir avec leur enfant, bien, les pères et les mères vont avoir environ entre 70 et 80 de comportements qui sont similaires. Donc, ils vont nourrir l'enfant d'une manière qui est tout à fait similaire. Ils vont changer la couche d'une façon qui est tout à fait similaire. Il y a à peu près 80 de similarité. Puis surtout, ils sont aussi compétents l'un que l'autre. Donc, ils vont aussi bien réussir la tâche, puis l'enfant va aussi bien réussir, va aussi bien réagir à l'interaction. Quand on regarde dans le contexte plus naturel, donc des études où on va à la maison, par exemple, puis on observe la routine du soir, donc le souper, le bain, dodo, bien là, on se rend compte que les parents, ils vont assez rapidement se spécialiser dans différentes tâches puis dans différents types d'interactions avec leur enfant. Donc, c'est un peu logique de penser que les hommes puis les femmes s'engagent dans la parentalité avec des attitudes qui sont assez différentes ou qui peuvent être différentes, avec des habiletés puis des préférences surtout. Alors, les couples vont négocier une différence, puis là, on voit qu'il y a beaucoup plus de différences dans un contexte naturel comme ça. Donc, si on regarde, c'est quoi les principales différences, dans quelle dimension ils diffèrent les pères et les mères. En termes d'interaction puis de contact physique, les mères vont avoir tendance à opter pour des contacts qui sont beaucoup plus réconfortants, qui sont berçants, qui sont chaleureux, qui sont apaisants. Alors que les pères vont beaucoup plus avoir tendance à adopter des comportements qui sont excitants, stimulants avec leur enfant. Donc, dès tout petit, dès l'âge de 2 mois, l'enfant, quand son parent s'approche, il va réagir différemment. Ils ont mesuré l'activité cérébrale, puis le bébé de 2 mois, il réagit différemment si c'est sa mère ou son père qui s'approche. Il sait que sa maman va le consoler, il va être beaucoup plus apaisé, il va être dans un état dans une énergie qui est beaucoup plus calme. Alors que si c'est papa qui s'approche, il va avoir les petits orteils qui redressent, les yeux qui commencent à cligner, il sait qu'il va jouer, puis qu'il va avoir une stimulation beaucoup plus élevée. Les mamans vont beaucoup plus interagir dans un contexte de soins aussi, surtout pendant la première année de vie de l'enfant, mais même après ça, ça se maintient. Donc, le soin, vraiment tout ce qui entoure l'enfant, comment s'en préoccuper, comment faire que l'enfant soit bien, soit confortable avec ses émotions, alors que les pères vont davantage choisir des activités tournées vers le jeu dans leurs interactions. Donc, vous voyez, les 3 photos à droite, c'est l'enfant exactement le même âge. On voit la différence, puis on voit comment l'enfant est excité quand il est avec son père. Le niveau de stimulation qu'il y a est beaucoup plus élevé. Une autre différence se situe au niveau de la communication. Pardon. On observe que dans les interactions avec leurs enfants, les mères vont avoir des échanges qui sont davantage à l'écoute, puis qui vont vraiment chercher à développer la capacité d'expression de l'enfant, alors que le père va davantage avoir des échanges qui vont être plus directifs, puis qui vont chercher à développer chez l'enfant le contrôle de ses émotions. Alors, je donne un exemple. Quand j'ai eu ma première peine d'amour, j'avais peut-être 13 ans et j'étais inconsolable. Je pleurais. Je pense que ça fait 3 jours que je pleurais sans arrêt. Puis ma mère était venue me voir plusieurs fois, puis on avait décortiqué le pourquoi, du comment, de peut-être qu'on s'était séparés et qu'est-ce qu'il avait pu penser, qu'est-ce que j'avais pu penser, qu'est-ce qu'on pourrait penser pour l'avenir, dans tous les sens possibles. Et mon père, à 3e jour, était rentré dans ma chambre et m'avait dit « Christine, 1 de perdu, 10 de retrouvé. » Comme taxe, c'était un peu ordinaire, mais le message était là. C'est-à-dire, OK, c'est assez, comme on a parlé, on a regardé, maintenant, contrôle, on passe à autre chose. Il va y avoir autre chose après. Alors, je trouve que cet exemple-là illustre très bien cette différence-là. Mon père me disait comme, OK, il faut que tu contrôles tes émotions aussi, alors que ma mère me disait, bien, exprime-toi, qu'est-ce que tu ressens, puis de long en large. Quand on regarde aussi au niveau des échanges, donc vous observerez, pour ceux qui ont des jeunes enfants à la garderie, moi je trouve ça fascinant comme laboratoire social. Donc, typiquement, la maman, elle arrive, puis elle va dire « Thomas, pourrais-tu, s'il te plaît, prendre ton sac pour qu'on aille à la maison? » Puis là, Thomas prend pas son sac. Puis là, « Thomas, s'il te plaît, il faudrait que tu mettes ton sac parce que ton frère nous attend dans l'auto, puis il faudrait qu'on aille à la maison. » Toujours pas de réaction. « Thomas, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais... » Puis la maman formule beaucoup « Est-ce que tu pourrais ou voudrais-tu? » Alors que papa arrive le lendemain soir, puis c'est « Thomas, prends tes choses, on s'en va. » That's it.
Et souvent, Thomas prend ses choses et il s'en va. Alors, il y a un type de formulation de phrase. Les femmes vont beaucoup plus adopter des phrases qui sont interrogatives, alors que les hommes vont utiliser des phrases qui sont affirmatives. Puis, moi, j'ai un fils qui a été suivi en orthophonie parce qu'il a un problème de bégaiement. Puis, c'est une des premières choses qu'elle m'avait dit, l'orthophoniste. On est allés les trois ensemble, moi, mon conjoint puis mon fils. Puis, elle avait dit, « Madame, il faut arrêter de poser des questions. C'est affreux pour un enfant qui bégaye. » Alors, c'est pas dire, c'est quoi l'animal? On va, c'est quoi ça? Non, c'est pas c'est quoi ça. C'est une coccinelle. Donc, regarde, c'est une coccinelle. Puis c'est exactement ce que mon chum faisait. Donc, l'orthophoniste, elle avait souligné ça. Cette différence d'échange-là aussi au niveau de la communication, on voit aussi qu'au niveau du développement du langage, ça a une influence. Donc, les pères sont beaucoup plus exigeants dans leurs interactions verbales avec leur enfant. Alors, ça s'explique par plusieurs façons. Encore, dans la majorité des cas, les pères passent moins de temps avec leur enfant que les mères. Alors, quand l'enfant apprend à parler, peut-être vers 18 mois ou 2 ans, quand il commence à s'exprimer, puis que ses mots sont encore pas très clairs, mais le père va faire beaucoup plus de demandes de clarification que la mère qui a passé la journée avec l'enfant, puis qui tout de suite va comprendre, puis qui va donner à l'enfant ce qu'il veut. Alors, le fait que, le père, il comprend moins, donc il a besoin que l'enfant répète et clarifie son message. Et 2, plusieurs pères, même s'ils comprennent, vont demander à l'enfant de clarifier, parce qu'ils se donnent cette espèce de fonction-là d'amener l'enfant à maîtriser le langage de la société dans laquelle il évolue. Les hommes ont aussi tendance à utiliser les mots exacts, contrairement aux femmes, qui, quand on voit un mot qu'on sait que notre enfant ne connaît pas, on va chercher à le simplifier pour être sûr que notre enfant le connaisse. Alors moi, mes enfants ont appelé du jus mauve. Chez nous, il y a eu du jus mauve pendant des années. Puis c'était correct, c'était du jus mauve. Moi-même, je disais, veux-tu du jus mauve? Alors que mon chum, il ne dit pas du jus mauve, c'est du jus de raisin. Ils vont bien l'apprendre. Donc, il y a une précision du langage qui est différente. On avait un livre aussi pour enfants qui était très mal fait, qui s'appelait sur Cendrillon, puis ça finissait que Cendrillon était incommensurablement heureuse. Et moi, quand je le lisais, Cendrillon était vraiment très, très contente de marier son amoureux. Mais quand mon chum le lisait, Cendrillon était incommensurablement heureuse d'épouser son prince. Et mes enfants m'ont sorti incommensurablement, qu'ils voulaient incommensurablement manger des pâtes. Il y avait comme 4 ans. C'est sûr que c'est pas le mot le plus utile à maîtriser à 4 ans, mais ça illustre quand même cet effet-là du père, justement, de pousser le développement du langage de son enfant. L'autre chose aussi qu'on observe, c'est que les pères vont beaucoup moins facilement avoir tendance à résoudre les problèmes de communication que rencontrent leurs enfants que les mères. Alors, exemple typique au parc, il y a une petite chicane, des enfants de 2 ans et demi qui chicanent pour un jouet. Mais souvent, maman va venir et va dire « Viens, on va expliquer », puis finalement, elle va expliquer à la place de l'enfant ce qui s'est passé. Alors que le père va dire « Bien, tu voulais jouer, va parler au petit garçon, on va lui demander ». Puis là, bien, l'enfant, il est comme stimulé dans son autonomie, puis surtout dans sa nécessité de développer son langage. Alors, c'est vraiment une différence au niveau du langage qu'on observe entre les pères et les mères. Puis finalement, la dernière différence qui est la plus remarquée, c'est au niveau du jeu. Donc, on a parlé un peu ce matin au niveau des jeux de bataille, mais les pères et les mères ne vont pas s'engager dans le même type de jeu avec les enfants, puis ils ne vont pas apporter le même soutien à l'enfant pendant la période de jeu. Alors, si on regarde au niveau du type de jeu, bien, les pères vont beaucoup plus axer vers des jeux de bataille, évidemment, des jeux physiques, des jeux sportifs, alors que les mères vont avoir davantage tendance à choisir des jeux éducatifs, des jeux plus au niveau de la dextérité fine, que ce soit de bricolage, que ce soit des jeux de société. Les jeux de bataille, de plus en plus, on se rend compte de l'importance que ça a au niveau du développement des enfants. Les enfants vont vivre une expérience très, très intense dans ce contact-là avec leur père, où ils sont en même temps dominés, puisque le père reste plus fort qu'eux, mais en même temps dominés d'une manière qui est très chaleureuse, puis où ils sont protégés, puis où en même temps, où eux-mêmes peuvent expérimenter leurs limites. Alors, cet aspect-là de jeu de bataille est très important. On pense que c'est relié à la régulation de l'agressivité, surtout chez les petits garçons, qui sont plus agressifs de nature. Il y a un pic, habituellement, le pic des jeux de bataille, c'est vers 4 ans, puis ça recommence à diminuer. C'est plus les garçons qui vont jouer à ça avec leur papa que les filles, mais il y a des filles aussi.
Une autre différence au niveau de l'initiative. Alors, quand on observe des pères et des mères jouer avec leurs enfants, on se rend compte que les pères vont prendre plus d'initiatives, vont donner plus de consignes directives à leurs enfants que les mères. Les mères vont être plus genre à s'installer avec le jeu puis dire « Bon, mais qu'est-ce que tu as le goût de faire? » Par exemple, on sort les blocs. Qu'est-ce qu'on fait avec les blocs? Alors que le papa va être plus du genre à dire « Regarde, on va construire une super tour. Toi, tu mets tes blocs là. Moi, j'ai mes là. » Puis là, il donne des consignes. Puis là, il se met en jeu de coopération, puis ils construisent quelque chose ensemble. Alors ça aussi, c'est des différentes demandes que les parents font aux enfants qui stimulent aussi sa capacité d'adaptation. Les pères vont moins offrir de soutien dans le jeu aussi, comme au niveau du langage à leur enfant. Alors, ils vont laisser l'enfant essayer plusieurs fois avant de l'aider. Puis surtout, les pères vont mettre leur enfant au défi d'une manière beaucoup plus grande que les mères à travers le jeu. Alors, les mamans, je suis sûre que vous allez toutes vous reconnaître, quand on joue à un jeu de société, puis ça fait 2 ou 3 parties qu'on gagne, bien, on va laisser passer une petite carte où on va s'arranger pour que ça paraisse pas trop, mais que ce soit autour de notre enfant de gagner aussi. Alors que les pères vont être plus prompts à faire perdre leur enfant dans des jeux de société. Ils vont beaucoup plus accoter l'enfant à ses propres limites. Puis on a fait un projet où on demandait aux enfants d'écrire une petite lettre de qu'est-ce qu'ils aimaient de leur père. Puis il y avait ce petit garçon-là que je trouvais que ça illustrait parfaitement ça. Il dit « J'aime quand tu joues dehors avec nous sur le terrain de soccer ou au hockey, mais j'aime quand tu es gardien et que tu arrêtes tous mes lancers. » Donc, il y a cette notion-là aussi de limite, de dire « Tu joues avec moi, mais en plus, j'aime ça, cette confrontation-là, où est-ce qu'il faut toujours que je me dépasse pour réussir à gagner. » Les pères ont aussi la particularité qu'ils vont déstabiliser leur enfant au niveau de l'usage qu'ils font des jouets. Alors, habituellement, les mères, on va être assez conventionnelles. Donc, on sort des blocs, puis on fait des tours avec des blocs. Si on sort la cuisine, bien, on joue à faire de la cuisine avec les jouets de cuisine. Alors que les pères vont utiliser les jouets d'une manière absolument atypique et non prévue pour l'usage pour lequel ils étaient pensés, ce qui déstabilise l'enfant. Donc, par exemple, les blocs vont devenir des légumes qui s'en vont dans le chaudron parce qu'on est en train de jouer à faire de la soupe. Puis, cette déstabilisation-là de l'enfant lui demande de refaire le cheminement logique puis de dire, bien, pourquoi les blocs sont tout à coup rendus des légumes? Donc, on le déstabilise, il doit s'adapter, puis en même temps, ça favorise la créativité chez l'enfant. Donc, cette diversité-là entre les comportements des pères et des mères auprès des enfants, c'est vraiment une richesse pour les enfants. Donc, il y a différents travaux qui ont démontré que dans les familles où les parents vont adopter une division des tâches qui est vraiment 50-50, donc les deux font le bain, les deux font le souper, les deux font les devoirs et ils le font de la même manière, c'est moins riche pour le développement des enfants que dans les familles où est-ce qu'on sépare les tâches, puis où surtout, il y a la place pour accomplir les tâches d'une manière différente. Par contre, cette diversité-là ou cette différence-là, bien, elle comporte des défis pour les parents qui doivent apprendre à négocier entre eux. Donc, pour certains, ça se fait assez facilement. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus confrontant. Donc, ça demande d'accepter que les choses puissent être faites différemment. Ça demande de faire confiance à l'autre parent. Donc, c'est pas... La majorité des mères trouvent ça difficile la première fois qu'on voit notre chum pitcher notre enfant dans les airs, mais j'en connais pas qui l'ont échappé. Fait que ça demande de faire confiance puis d'accepter que les choses puissent être faites différemment. Puis ça demande aussi de développer un sentiment de complicité entre les deux parents où justement on reconnaît cette différence-là puis elle est valorisée plutôt qu'être critiquée ou un objet de tension. Quand on parle de développement de l'enfant, on s'entend pour dire que le développement, dans le fond, c'est l'ensemble des phénomènes qui participent à la transformation progressive de l'être humain de la conception jusqu'à son âge adulte. Donc, c'est vraiment global. Quand on regarde le développement de l'enfant, habituellement, on regarde 5 sphères, le développement moteur, donc physiquement, comment il se déplace, comment il gagne de l'habileté pour courir, sauter, lancer des ballons. Au niveau sensoriel, comment ses sens s'affinent. Au niveau cognitif, tout ce qui est le raisonnement, la logique, la pensée. Au niveau affectif, tout l'univers des émotions, puis finalement au niveau social, dans les interactions avec les autres. Quand on parle d'effets de l'engagement paternel sur le développement de l'enfant, il faut toujours être un peu prudent, parce qu'on peut avoir... En fait, on a des tonnes de résultats. Puis ces résultats-là, ils sont des fois difficiles à interpréter, parce que dans certaines études, on compare s'il n'y a juste pas de père dans la vie de l'enfant. Là, c'est sûr que s'il n'y a pas de père, bien, c'est facile de dire que les enfants qui ont eu un père par rapport aux enfants qui n'ont pas eu de père, ils ont un meilleur développement. Mais c'est quoi le contexte
dans lequel a grandi l'enfant sans père, bien, on sait qu'il y a beaucoup plus de chances que cet enfant-là ait grandi dans un contexte de pauvreté. Puis on sait que la pauvreté, ça a un effet direct sur le développement des enfants aussi. Alors, il y a les effets directs de l'engagement paternel sur l'enfant. Donc, comment est-ce que les interactions particulières qu'il a avec son enfant, comment sa présence, comment la diversité de ce qu'il fait avec lui favorise son développement. Puis, il y a les effets indirects. Donc, le père, en étant présent dans la famille, il y a un effet sur sa conjointe. Il y a un effet sur la relation entre sa conjointe et son enfant. Il y a un effet sur les autres adultes qui sont présents dans la vie de l'enfant. Alors, il y a tous les effets indirects aussi du fait d'avoir un père qui est engagé dans sa vie. Alors, c'est des fois un petit peu difficile à distinguer qu'est-ce qui relève de quoi, mais il faut garder ça en tête. Il y a les effets directs, puis les effets plus globaux, qu'on appelle les effets indirects. Donc, moi, je vais vous parler principalement de l'effet du père sur l'enfant. Il faut garder en tête que c'est aussi des relations bidirectionnelles. Donc, autant le père influence son enfant, autant l'enfant aussi va influencer son père. Donc, c'est une relation qui se nourrit dans les deux sens. Donc, quand on regarde au niveau des enfants, c'est quoi les bienfaits d'avoir un père engagé? Bien, le premier bienfait, c'est la protection. Donc, on sait qu'un enfant qui a un père qui est engagé, qui est présent dans sa vie, a beaucoup plus de chances d'être protégé contre divers dangers. Le principal des dangers, comme je vous disais, étant la pauvreté. Donc, on sait que les familles monoparentales ont 5 fois plus de chances de vivre dans la pauvreté qu'une famille biparentale. Puis, on sait que la pauvreté, c'est un contexte qui n'est vraiment pas favorisant pour le développement des enfants. Donc, c'est pas tant la monoparentalité qui est un risque, c'est que la pauvreté qui vient souvent avec, puis le manque de ressources quand tu es un seul adulte avec 1 ou même 2 ou 3 enfants. Donc, les enfants qui n'ont pas de père présent dans leur vie ont plus de chances statistiquement, ils vont avoir plus d'accidents, plus de chutes, plus de brûlures, juste parce qu'il y a juste un adulte pour les surveiller. Puis à un moment donné, des fois, ça ne suffit pas. Vous avez sans doute tous déjà vécu ça. Malgré tout ce qu'on fait, ça ne suffit pas, il arrive des accidents. Le deuxième bienfait, c'est que les enfants qui ont un père engagé sont moins sujets à être victimes de violence ou de négligence ou de mauvais traitement. Il y a un effet direct, donc le père qui est engagé auprès de son enfant, il le connaît mieux, il est capable de mieux décoder ses signaux, il est plus sensible à son enfant, donc lui-même va être moins négligent. Puis le père qui est présent dans sa famille, bien, il apporte du soutien à sa conjointe, ce qui fait que sa conjointe elle-même va avoir moins de comportements de négligence. Donc, en permettant à sa conjointe d'avoir des pauses, en la soutenant dans son rôle. Il y a aussi une espèce de système de surveillance qui s'installe entre 2 parents, qui fait que quand il y en a un qui a l'impression que c'est un petit peu trop, là, que la vapeur commence à sortir par le dessus de la tête, mais l'autre conjoint va être capable de dire, bien, prends une pause, moi je prends la relève. Alors, ça fait que les enfants qui ont un père engagé sont moins sujets à la négligence. Au niveau un petit peu plus positif. Donc, les enfants qui ont un père qui est engagé ont un meilleur développement cognitif. Ça se voit principalement entre l'âge de 3 et 5 ans, donc au moment de l'entrée à la maternelle. Donc, justement, comme on disait tantôt, cette diversité d'interactions-là qu'ils ont eues avec leur père fait qu'au niveau du raisonnement logique, sont très éveillés, ils vont avoir des meilleures habiletés en résolution de problèmes, ils vont mieux réussir, ils vont être plus prêts à commencer la maternelle. Donc, au niveau du langage, vous ne serez pas surpris avec la diversité que je vous ai expliquée dans les interactions au niveau du langage puis de la communication, que ça a un effet sur le développement du langage. Donc, les enfants qui ont un père qui est engagé ont un vocabulaire qui est beaucoup plus varié, il y a une prononciation qui est plus claire, ils arrivent mieux à se faire comprendre, puis ils vont mieux tolérer la frustration quand ils ne se font pas comprendre. Excusez. Au niveau de la résolution de problèmes, ces enfants-là, comme ils ont été habitués à différents types d'interactions, ils ont été souvent déstabilisés dans leur vie, ils vont être meilleurs aussi, ce qui fait qu'ils ont un meilleur rendement académique. Donc, on voit ça dès les premières années du primaire. C'est un effet qui se poursuit au secondaire aussi. Donc, les enfants qui ont un père engagé vont plus diplômer. Encore là, est-ce que c'est parce que le père a favorisé le développement cognitif ou est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'enfants qui vivent dans le contexte de pauvreté, donc qui décrochent si le père est présent? C'est un peu difficile de déterminer l'effet vient de où, mais on sait que les enfants qui ont un père engagé ont plus de chances d'obtenir un diplôme d'études secondaires. C'est aussi des enfants qui aiment plus l'école.
Donc, ça aussi, c'est important. C'est pas tant la réussite puis le diplôme qu'ils vont avoir du plaisir à aller à l'école, de l'enthousiasme envers l'apprentissage. Puis, une fois rendus à l'âge adulte, ces enfants-là vont avoir une meilleure compétence au travail. On explique ça par le fait que, comme ils ont vécu une plus grande diversité d'interactions dans leur jeune âge, bien, ils ont des capacités d'adaptation qui sont plus grandes. Puis, de par la mise au défi que leur père a incarné auprès d'eux, bien, c'est des jeunes adultes qui sont capables de tolérer l'autorité, qui sont capables de gérer leur frustration, puis de suivre des consignes de manière un peu plus efficace que peut-être les enfants qui n'ont pas eu de père présent. Si on regarde au niveau socio-affectif, les enfants qui ont un père présent dans leur vie ont plus de chances d'avoir un attachement qui est sécurisé, une relation d'attachement qui est sécurisée. Habituellement, ça reste avec la mère comme principal parent, mais ça s'étend à la relation avec le père. Puis, quand on a parlé un petit peu ce matin, pour ceux qui étaient dans la salle ici avec Daniel Paquette aussi, bien, il y a toute la relation d'activation de l'enfant que le père apporte. Alors, dans la relation, dans l'attachement sécurisé, il y a deux composantes. Il y a la composante d'être capable de se réconforter. Donc ça, c'est habituellement la mère qui l'incarne. Donc l'enfant qui a besoin d'être rassuré, d'être consolé, il va aller vers sa mère pour chercher ce réconfort-là. Mais l'autre dimension de l'attachement qui est aussi importante, c'est la capacité d'explorer. Donc un enfant qui est juste accroché après sa mère tout le temps, puis qui a besoin continuellement de réconfort, et pas un enfant qui est sécurisé. Puis ça serait le père qui amènerait cette ouverture-là au monde, donc cette capacité-là à l'enfant d'aller vers les autres, particulièrement vers les inconnus, dans des situations qui sont nouvelles pour lui, puis d'explorer en étant sans se sentir menacé ou sans se sentir en danger. Donc, la relation d'activation, juste pour finir sur ce point-là, ça demande au père autant de stimuler l'enfant, donc, de l'inviter à explorer, mais ça demande aussi au père de mettre des limites, puis d'assurer une discipline qui est rassurante pour pas que l'enfant se mette en danger. Donc, c'est les deux pôles de la relation d'activation que le père a auprès de son enfant. Puis les enfants qui sont activés sont des enfants qui vont être justement dans la petite enfance beaucoup plus à l'aise dans les nouvelles situations puis dans l'exploration. Les enfants qui ont un père qui est engagé ont habituellement une meilleure estime d'eux-mêmes, donc dès la petite enfance, puis ça se poursuit aussi plus loin jusqu'à l'adolescence. Ils ont un meilleur contrôle des émotions puis de leur comportement. Ça, on voit ça, l'effet particulièrement grand chez les garçons. Plusieurs études n'arrivent pas à voir l'effet chez les filles, mais chez les garçons, c'est presque unanime, là. Quand le père est engagé, quand le père participe à la vie de l'enfant, bien, les garçons ont une meilleure tolérance et un meilleur contrôle des émotions. On va avoir beaucoup moins de problèmes de comportement aussi, que ce soit à l'école ou que ce soit à la maison. Ils vont aussi avoir beaucoup moins de problèmes émotionnels. Donc, on regarde au niveau l'anxiété, la dépression chez les enfants, c'est moins présent si le père est présent. Quand on regarde les problèmes de comportement, que ce soit la délinquance, que ce soit l'agressivité à l'école, c'est aussi moins présent. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ces enfants-là vont avoir beaucoup plus de succès auprès de leur père. Donc, c'est des enfants qui sont plus appréciés, qui ont plus d'amis, qui vont être populaires à l'école. Puis c'est des amitiés qui vont plus solides, qui vont se maintenir dans le temps. Puis c'est ça, la prévalence des problèmes émotionnels et sociaux à l'adolescence va aussi être beaucoup moins grande. Donc, on pense à la délinquance, à la consommation de drogue. Pour les filles, on dit que les filles, c'est particulièrement à l'adolescence que l'effet d'avoir eu un père engagé se fait sentir au niveau de l'estime de soi. Donc, les filles adolescentes qui partagent des activités avec leur père depuis longtemps, qui ont une bonne relation, vont avoir une meilleure estime d'elles-mêmes, vont être plus capables de mettre leurs limites dans un contexte social aussi que les jeunes filles qui n'ont pas eu cette chance-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait jusqu'à tout récemment que l'effet du père
sur le contrôle des émotions et des comportements s'expliquait principalement par les jeux de bataille dont on vient de parler. Mais il y a une étude qui est sortie récemment, en 2014, où est-ce qu'ils ont mesuré, puis ils se sont rendus compte que même les pères qui étaient davantage impliqués dans la dimension de responsabilité, donc plus les soins autour de l'enfant, pas tant en jeu ou en interaction directe, mais qui prenaient congé quand l'enfant était malade pour le soigner, qui s'occupaient de ses lunchs, toutes ces petites attentions-là, bien, ça avait aussi un effet sur le contrôle des émotions puis des comportements chez les petits garçons. Donc, c'est pas juste la relation au niveau du jeu puis de la dominance, c'est aussi le modèle qu'incarne le père en étant plus présent, puis en ayant des attitudes beaucoup plus calmes et posées avec ses enfants, qui vont aussi contribuer à ce que ces garçons aient moins de problèmes comportementaux. Il y a quelques études qui ont commencé à se pencher sur, au niveau de la santé physique, vraiment le développement de problèmes de santé, quel effet ça avait d'avoir un père qui est engagé par rapport à un père qui est soit pas engagé ou soit l'absence de père carrément. Donc, on sait que les habitudes de vie du père vont influencer beaucoup la mère. Donc, à travers la mère, la santé du bébé pendant la grossesse. Donc, si le père arrête de fumer, bien, il y a des bonnes chances que sa conjointe arrête de fumer pendant la grossesse. Si le père a un régime équilibré, bien, il y a des bonnes chances que sa conjointe en ait un aussi pendant la grossesse. Donc, déjà, l'implication du père dans le projet d'avoir un enfant en cours de gestation va influencer la santé du bébé qui est en train de se développer. Ils ont corrélé aussi que les pères qui participent aux soins des enfants pendant la journée, aux soins quotidiens, ça fait des bébés qui ont moins de réveil nocturne. Donc, ces bébés-là se réveillent moins souvent la nuit et moins longtemps. C'est des enfants qui feraient leur nuit plus tôt. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont été davantage rassurés? Je ne le sais pas. L'étude avait de la difficulté à expliquer cet effet-là, mais il y a 2 études en Australie qui ont été faites, puis les deux sont arrivés au même résultat. La sédentarité chez le père, puis le surplus de poids est le principal prédicteur d'un surplus de poids chez les enfants aussi. Alors, les pères qui ont des habitudes de vie saines, qui font de l'activité physique, qui ont un régime équilibré, bien, il y a des fortes chances que leur enfant, de la même manière, ait un style de vie qui est plus équilibré, ne souffre pas d'embonpoint, soit en meilleure santé. Le fait d'avoir un père qui est engagé diminue la consommation à l'adolescence, autant l'alcool, la drogue que la cigarette. Puis chez les jeunes filles, ça va retarder le début de relations sexuelles et ça fait aussi qu'il y a moins de grossesses non désirées chez les adolescentes. Si on regarde au niveau des mères maintenant, le fait d'avoir un homme présent dans notre vie quand on a des enfants, je pense que tout le monde va être d'accord de dire que ça peut faire une grosse différence. Alors, les femmes qui ont l'impression de partager la responsabilité puis les soins des enfants avec leur conjoint sont des femmes qui vont être beaucoup moins anxieuses pendant la grossesse. Ils vont être moins stressés. L'accouchement va habituellement beaucoup mieux se passer si le papa est présent, si le papa est soutenant dans ce moment-là. Donc, quand on dit que l'accouchement se passe bien, ça veut dire qu'il y a moins d'interventions obstétricales, il y a moins de complications, il y a une meilleure gestion de la douleur, puis les mères vont de manière générale évaluer leur expérience de l'accouchement de manière beaucoup plus positive. En postnatal, les mères rapportent un plus grand bien-être quand leur conjoint est présent, quand leur conjoint les soutient les épaules. Sont beaucoup moins stressés, principalement parce que, bien, habituellement, quand il y a un conjoint qui est présent, le conjoint, il aide au niveau des enfants, mais il rapporte aussi des ressources financières. Donc, c'est sûr que ça, c'est un gros sujet de stress pour les mères monoparentales. Comment arriver à avoir suffisamment d'argent? Alors, le fait d'avoir un père qui est présent diminue leur stress, pas juste dans leur interaction avec l'enfant, pas juste dans la charge de soins, mais dans plus global que ça, vraiment la survie de la famille au niveau financier. Il y a plus de chances que l'allaitement fonctionne si le papa est engagé, si le papa y croit, si le papa soutient sa conjointe. Il y a moins de dépression postnatale chez les femmes aussi. Puis, les mères, il y a plusieurs études qui ont démontré que si le père y est présent, s'il encourage sa conjointe, s'il la soutient, bien,
les mères sont de meilleures mères dans le sens qu'elles sont plus sensibles, sont plus disponibles pour leur enfant. Ils vont interagir de manière qui est plus positive, puis on va avoir une discipline qui est beaucoup plus constante et efficace avec les enfants. Tout ça fait que les mères vont se dire davantage satisfaites de leur relation amoureuse quand leur conjoint est impliqué. Dans les couples où il y a de la présence de violence conjugale, si le père est engagé, il va avoir moins d'agressions physiques et psychologiques sur la mère que si le papa est très peu engagé auprès des enfants. Étonnamment, c'est assez récemment qu'on a commencé à s'intéresser, à voir qu'est-ce que l'engagement paternel apportait au père eux-mêmes. Donc, on a commencé vraiment par voir le père comme une espèce d'outil de qu'est-ce qu'il apporte de plus à son enfant, à sa conjointe. Puis à un moment donné, on s'est dit, peut-être que pour lui aussi, ça y apporte quelque chose, cette relation-là avec son enfant. Alors, on a moins de résultats, puis c'est des résultats assez récents. On sait que les pères qui sont engagés auprès de leur enfant vont avoir une meilleure santé psychologique, puis ils vont évaluer leur bien-être de manière supérieure. Donc ça vaut autant pendant la grossesse, donc il y a moins de dépression pendant la grossesse si le père se projette dans ce projet-là d'avoir un enfant qu'en postnatal aussi. Les pères vont aussi, en même temps qu'ils s'engagent envers leur enfant, revoir leurs priorités, puis un peu refaire leur choix de vie. Donc, pour plusieurs pères, ça va être le moment de se dire, bon, ben faire une espèce de ménage, puis te dire, ben, dans ma vie, j'ai telle chose, puis là, ce que je décide de prioriser maintenant que j'ai un enfant, maintenant que je deviens un modèle pour quelqu'un, bien, ça leur permet de faire des choix puis de réaligner leur vie. C'est particulièrement vrai pour les pères qui deviennent pères très jeunes ou les pères qui deviennent pères dans des contextes de grande vulnérabilité, donc qui ont des fréquentations peu souhaitables, que la consommation, que la violence. Pour certains de ces hommes-là, de devenir un père va être un moteur de changement pour choisir une meilleure vie, puis mettre les actions en place pour avoir cette vie-là. Donc, il y a beaucoup de pères qui vont trouver un emploi stable pour la première fois, une fois qu'ils sont devenus pères, parce que justement, ils ont cette préoccupation-là de fournir l'essentiel à leur enfant. Les pères qui sont engagés auprès de leur enfant, qui en prennent soin au quotidien, vont aussi avoir un plus grand sentiment d'efficacité. Donc, ils se trouvent meilleurs auprès de leur enfant. Comme ils se trouvent meilleurs, bien, ils essayent plus de choses. Ils reçoivent de la rétroaction positive de l'enfant, ce qui encourage leur sentiment. Donc, c'est une boucle positive qui va les inciter à s'engager de plus en plus. Les hommes qui sont engagés auprès de leurs enfants vont avoir une meilleure satisfaction envers leur vie de manière vraiment générale. Donc, on explique ça par le fait que ces hommes-là, ils arrivent à rencontrer leur idéal autant personnel que l'idéal social de c'est quoi un bon père. Donc, ils se sentent satisfaits de ça, ce qui leur donne une meilleure satisfaction envers leur vie en général. Puis, ils arrivent aussi à combler l'étape développementale de la générativité où l'adulte, à un moment donné, a besoin de se projeter dans une autre génération. Donc, en s'engageant, le père réalise cette tâche-là, puis ça y apporte beaucoup de satisfaction. Et puis, il y a moins de détresse psychologique. Donc, les pères qui s'engagent activement dans la première année de vie de l'enfant, il va avoir beaucoup moins de symptômes dépressifs quand l'enfant a entre 3 et 5 ans, si le couple est encore ensemble. Par contre, on a l'effet inverse où si le couple se sépare, les pères qui sont très engagés dans la première vie de l'enfant vont avoir plus de symptômes dépressifs quand l'enfant a 3 à 5 ans, en raison de tous les stress auxquels il doit faire face pour rester présent dans la vie de son enfant une fois qu'il est séparé. Donc, on parle autant les stress financiers, le stress de répondre aux besoins seuls d'un enfant jeune qui est assez demandant, le fait de devoir négocier avec la séparation et habituellement assez rapidement un nouveau conjoint dans la vie de son ex-femme et de son enfant. Alors, quand le couple se sépare, au contraire, le fait d'avoir été engagé, ça va amener plus de symptômes dépressifs. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le fait d'avoir été engagé très, très tôt dans la vie de l'enfant, donc dès les premiers jours suivant la naissance, c'est le plus grand prédicteur qui va faire que le père va rester engagé s'il advient une séparation.
Alors, les premiers temps sont vraiment cruciaux pour développer cet engagement-là, pour qu'il s'installe d'une manière vraiment solide, puis pour que l'enfant reste en contact, pour que le père reste en contact avec son enfant si jamais il y a une séparation qui arrive. Finalement, il y a aussi un effet de l'engagement paternel sur la relation conjugale. Alors, c'est un peu difficile de dire qu'est-ce qui vient en premier. Est-ce que la relation conjugale influence l'engagement paternel? Est-ce que l'influence paternelle influence la relation conjugale? Pardon. Il y a un lien, c'est certain, qui va dans les deux sens, mais dans la majorité des cas, c'est difficile de dire qu'est-ce qui est venu avant. Puis cette relation-là est aussi influencée par le développement de l'enfant en question. Donc, on sait que quand le père est engagé, il y a beaucoup moins de conflits dans un couple. Donc, les parents s'entendent mieux, la maman a l'impression de se sentir soutenue, elle a moins tendance à faire des reproches à son conjoint. Donc, la relation est plus harmonieuse, ça va mieux. On sait aussi que le père qui est engagé va offrir davantage de soutien à sa conjointe. Donc, un soutien autant affectif, des encouragements, qu'un soutien instrumental, de prendre certaines plages horaires, d'assumer d'être là quand les enfants reviennent de l'école avec l'autobus. Puis un soutien aussi qui est financier, donc va partager les coûts reliés au fait d'avoir des enfants. Donc, ça aussi, ça contribue à ce que la relation conjugale aille bien. Donc, un père qui est engagé va aussi passer davantage de temps en famille, ce qui nourrit la qualité de la relation conjugale. Puis ça diminue le risque que le couple se sépare. Si on regarde maintenant les effets de la relation conjugale qu'on connaît, bien, on sait que une relation conjugale de qualité, donc des conjoints qui sont heureux ensemble, qui ont du bon temps, qui ont beaucoup de plaisir, bien, il y a plus de chances que le papa il s'engage parce que c'est le fun d'être à la maison. C'est aussi nono que ça. Quand l'ambiance à la maison est le fun, est joyeuse, bien, le papa il a le goût de revenir tôt, il a le goût de passer du temps avec sa famille, puis du même coup avec son enfant. Il y a des études que je trouve absolument fascinantes qui ont démontré que plus le couple est proche pendant la grossesse, plus les variations hormonales chez l'homme vont suivre celles de la femme. Donc, ils ont fait des prélèvements sanguins, puis ils se sont rendus compte que les couples qui étaient le plus amoureux, les hommes avaient plus de variations dans leurs hormones, une diminution de la testostérone et une augmentation de l'ocytocine puis du pitocin, qui sont les hormones beaucoup reliées aux soins des enfants, à l'amour puis au maternage. Donc, ces couples-là qui sont très proches pendant la grossesse, quand l'enfant naît, on observe aussi une plus grande diminution de la testostérone chez les hommes et c'est aussi ces pères-là qui vont le plus s'impliquer dans les soins des enfants. Donc, il y aurait un lien pas seulement social dans le rôle du père, mais aussi biologique en termes d'hormones qui influencerait justement l'habileté et la capacité de certains pères à davantage s'impliquer dans les soins des enfants par rapport à d'autres pères. On sait aussi que quand il y a une relation de couple qui va bien, une relation amoureuse qui est harmonieuse, les deux parents vont interagir d'une manière plus positive avec l'enfant. Donc, ils vont être plus patients, ils vont avoir une discipline qui est plus constante, qui est plus conséquente entre les deux parents aussi. Puis, il y a même une étude qui a réussi à relier que juste le fait d'avoir des conversations ouvertes entre deux adultes, deux conjoints, devant des enfants, outille les enfants au niveau de la communication puis au niveau de la gestion de leurs problèmes. Donc, les enfants qui sont exposés à avoir des parents qui se parlent d'une manière positive, adéquate de plusieurs sujets, sont des enfants au niveau de leur développement, quand ils rentrent à l'école, qui vont être beaucoup plus habiles pour gérer leurs conflits, pour exprimer leurs émotions, pour négocier leur place avec les autres. Alors, c'est pas juste l'influence directe du père, l'influence directe de la mère, mais la qualité de la relation entre les deux a aussi une influence sur le développement de l'enfant. À l'opposé, si on regarde une relation conjugale qui est très conflictuelle, les pères vont avoir tendance à beaucoup moins s'engager. Les mères vont être beaucoup plus distraites, moins disponibles pour leur enfant, irritables, avoir tendance à adopter des comportements au niveau de la discipline qui sont moins intéressants, comme les punitions corporelles. Puis ça a évidemment des effets sur le développement de l'enfant. Notamment, ça va être plus difficile au niveau scolaire puis au niveau de la gestion des émotions. Puis dans toute cette complexité de relations-là, il ne faut pas oublier le développement de l'enfant en tant que tel aussi. Donc, c'est sûr que si l'enfant, son développement ne se déroule pas d'une manière classique, si l'enfant a un problème de santé, un problème de développement, bien là, ça complexifie encore plus cette relation-là, autant conjugale que de chaque parent avec les enfants, parce que ça apporte des défis particuliers.
Excusez. Alors, évidemment, c'est important quand on parle des effets de l'engagement paternel de ne pas voir ça comme tout noir ou tout blanc. Donc, c'est pas le gentil père qui s'implique puis qui favorise le développement de son enfant et le méchant père qui ne s'implique pas et qui nuit au développement de son enfant. Donc, l'engagement paternel, c'est le résultat d'une multitude de contextes. C'est pas juste la bonne volonté du père, c'est vraiment le contexte global dans lequel il évolue. On a parlé de la relation conjugale, on a parlé de la mère avec qui il va être en couple, on a parlé de l'état de santé de l'enfant, mais il y a plein d'autres variables qui rentrent en ligne de compte aussi. Alors, l'engagement paternel, c'est vraiment... Pour certains pères, ça va se faire de manière presque toute seule, presque naturelle. Pour d'autres pères, ça va être beaucoup plus complexe. Puis il faut vraiment regarder dans un sens large toutes ces conditions de vie qui peuvent influencer sa disponibilité et sa capacité à s'engager. Donc, quand on regarde les conditions de vie, on peut regarder autant ses conditions d'emploi, son niveau de scolarité, son niveau socio-économique. C'est tous des facteurs qui vont influencer plus large que ça. Bien, dans quel milieu il est impliqué, ce papa-là? L'enfant-là, l'enfant, il fréquente quels intervenants, quelle institution, c'est quoi les politiques dans son pays, c'est quoi les normes sociales envers l'engagement paternel. Alors, c'est tout un ensemble de facteurs qui vont influencer cette capacité-là du père à s'engager auprès de son enfant puis avoir une influence positive dans sa famille. Alors, en conclusion, je vous dirais que ces informations-là, étrangement, ça fait déjà entre 30 et 40 ans qu'il y a des travaux qui portent sur ça. D'abord, on a cherché à définir c'était quoi l'engagement paternel, comment qu'on peut sortir de la définition très simpliste d'être un bon père ou un mauvais père, puis étoffer un peu ça. Après ça, on a regardé qu'est-ce que le père apportait à son enfant, qu'est-ce qu'il apportait à sa conjointe, qu'est-ce que ça y apportait à lui-même d'être père, comment il interagissait de manière similaire ou différente que sa conjointe avec son enfant. Puis, étonnamment, ces connaissances-là sont très peu diffusées. Donc, il y a peu de pères qui sont conscients de la richesse puis de leur particularité dans l'interaction qu'ils ont avec leur enfant, puis de comment c'est important. Alors, peu de pères en sont conscients, peu de pères se le font dire. Alors, moi, j'aurais envie de vous laisser sur la question de comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour que les pères eux-mêmes connaissent l'importance de leur apport au sein de leur famille. Merci. 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 Tu vas pas loin, hein? Parce que... Je me sauve pas. C'est ça. Juste peut-être, tu nous as donné vraiment beaucoup de choses pour pouvoir se mettre sous la dent. Une foule de choses que l'on connaît actuellement sur l'impact que le père a de manière directe ou indirecte sur son enfant. Je voudrais juste souligner que tout ce que tu viens de nous dire, c'est quand même assez marginal dans tout ce que l'on connaît sur le développement de l'enfant. Quand on regarde des manuels, des textbooks sur le développement de l'enfant, il faut se dire que la grande majorité des connaissances que l'on a sur l'enfant sont basées principalement sur des études qui sont faites avec la mère. Okay? Donc, toutes les études que tu nous as de manière très intéressante décrites ici, ils ne font pas beaucoup partie encore de ce que l'on a comme conception de c'est quoi un enfant qui se développe. Okay? Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de mettre le focus sur ces choses-là. On ouvre une période de questions, mais aussi plus largement une période de discussion sur ces aspects-là. Je vous invite, ici, dans la salle, mais également sur le web, chez vous, à la maison ou au travail, à pas juste être en train de poser des questions, mais aussi être en train de soulever des résonances, des réactions, que certaines des choses que Christine a pu aborder aujourd'hui avec nous ont pu créer chez vous. Juste pour qu'on puisse essayer d'épaissir et d'enrichir ce qui a été dit ici. Est-ce qu'on aurait une question ici dans la salle? Je vais vous demander ici dans la salle de prendre conscience que vous n'êtes pas tout seul et puis qu'il y a des gens qui sont sur le web. Donc, je vais vous passer le micro, mais je vais vous demander aussi de vous lever pour que les gens sur le web ne voient pas juste le derrière des têtes. Hein? Et puis sachent à peu près qui parle.
Bonjour, moi je suis psychoéducateur dans un CLSC en petite enfance. Merci Christine. Premier commentaire, tout le long j'ai eu les larmes aux yeux. Tu es venu toucher mon côté père chez moi. Hein? Oui, je l'avais entendu, mais le père en moi a été touché de voir l'importance qu'on a par rapport à nos propres enfants. Moi, je regarde, ils sont rendus adolescents, puis je me dis, regarde, j'ai contribué à qu'est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'ils vont venir dans l'avenir. Puis c'est vrai qu'on ne se le fait pas, on ne reconnaît pas cette dimension-là. D'un autre côté, il y a de la colère en moi. Parce que je me dis, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris quand je regarde ça, au niveau des services qu'on offre en petite enfance, où ce que souvent les pères, pas par mauvaise volonté, mais qu'on les a écartés. Tu parlais du programme CIP, où ce que les pères, ils ne sont pas inclus au niveau statistique pour les gens qui ne sont pas connus. Il faut se battre pour qu'on puisse les mettre au niveau des statistiques, là. OK? Et je me dis, il faut montrer ça au gouvernement parce que tout l'impact que ça a par rapport au développement, on parle de prévention et il faut mettre en place des interventions très ciblées dès le début des grossesses. Hein? Pas juste rencontrer les mères, mais que les pères soient là au même. Et je me dis, il y a un travail gigantesque à faire à ce niveau-là. Et aujourd'hui, là, c'est comme ça m'a. Tu sais, c'est comme un tas de boîtes dans mon pare-brise là, qui vient d'arriver, là. Et je me dis, il faut comment aller rejoindre les gens du gouvernement pour illustrer ces choses-là. Merci beaucoup. Bien, ton commentaire a rejoint une question de Rosanne qui est sur le web. Comment encourager le papa à être plus proche de son enfant? Et puis, je pense qu'une rencontre et un contenu comme celui d'aujourd'hui, de faire en sorte que les pères soient plus connaissants, conscients, que les mères aussi soient plus connaissantes et conscientes de ce qu'un père peut faire dans la vie de son enfant, c'est peut-être un premier pas intéressant pour répondre à une question comme celle-là. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments à partir de cette question-là. Comment encourager le papa à être plus proche de son enfant? J'aurais envie de dire que je pense que la première chose, c'est de laisser un espace pour que le père puisse être confortable de la manière qu'il a envie de l'être avec son enfant. Je pense que la majorité des femmes, on a encore un peu tendance à vouloir orienter la place que les pères vont prendre auprès de nos enfants, la manière qu'ils vont jouer, l'horaire où ils vont jouer, la manière qu'ils vont les nourrir, comment ils vont les habiller quand ils vont sortir. Alors, je pense que c'est tous des petits mécanismes qui souvent ils partent absolument pas d'une mauvaise volonté, ça part au contraire de l'amour qu'on a pour notre enfant, mais qui contribue à ce que certains pères, à un moment donné, ils vont finir par se dire, bien, de toute façon, je le ferai pas correct, alors pourquoi essayer de le faire? Alors, je pense qu'il faut réussir à valoriser ce que les pères font, à trouver riche réellement cette différence-là dans l'interaction. Puis c'est sûr que pour certains pères, ça va se faire d'une manière moins facile, puis on a des fois l'impression qu'ils n'ont pas le goût, qu'ils savent pas comment. Ce qui ressort beaucoup quand on rencontre les pères dans nos projets de recherche, c'est à quel point les pères se sentent presque illégitimes dans leur relation avec leur enfant. Comme s'ils volaient quelque chose à quelqu'un s'ils prenaient trop de place, autant auprès de leur enfant que quand ils rencontrent des intervenants. Alors, il y a vraiment, je pense, un changement de culture à faire à ce niveau-là pour que les pères, ils sachent qu'ils sont importants. Puis comme tu le mentionnais, Gilles, dès la période prénatale, ça devrait être abordé, ces choses-là. Puis l'emphase devrait être mise sur tout ce que le père va apporter, comment il va contribuer, pourquoi on veut qu'il soit là, pour que ça devienne un message qui est beaucoup plus connu puis qui est plus porté par la société. Si tu me permets, j'ajouterais aussi Bien un sûr. autre élément. Il y a, je pense que tu l'as évoqué dans les résultats que tu as présentés. Peut-être que non. Le fait d'être un père auprès de son enfant, c'est une tâche tout aussi complexe que le fait d'être une mère auprès de son enfant. Okay? Et face à une tâche qui est complexe, ça demande du soutien. Okay? Ça demande même beaucoup de soutien. Et on sait, les résultats de plusieurs recherches le montrent, les pères sont beaucoup moins soutenus dans l'exercice de leur rôle auprès de leur enfant que peuvent l'être en général les mères. Même les recherches montrent que souvent, la principale source de soutien des pères, c'est leur conjointe. Okay?
et que c'est un peu comme s'ils mettent presque tous leurs œufs dans le même panier de ce côté-là. Donc, ça devient aussi un lourd fardeau pour la mère que d'être le principal soutien du père dans sa relation avec l'enfant. Mais c'est aussi ce qui fait que quand cette relation-là avec la mère tire un peu de l'aile, à ce moment-là, le père se retrouve souvent, pas juste en situation de rupture conjugale, mais il se retrouve souvent aussi en situation de rupture de soutien. Okay? Et puis, le fait d'exercer cette tâche parentale, d'être un père auprès de ses enfants, sans avoir de soutien, ça devient particulièrement compliqué aussi. Donc, comment encourager un père à s'impliquer auprès de son enfant? C'est aussi d'être en train de se poser la question, qu'est-ce qui se met en place autour des hommes comme structure de soutien? Et puis ça veut dire pas juste la relation que les hommes ont avec leurs conjointes, avec les femmes de leur vie et de la vie de leur enfant, mais aussi quelle relation les pères ont avec les autres hommes de leur vie pour pouvoir aussi être en train d'être soutenus et de réfléchir à qu'est-ce qui se passe entre moi et mon enfant. Une autre question? Un autre commentaire? Oui, je vais m'y rendre. On m'a demandé d'éviter la zone de l'écran parce qu'il paraît que ça ressemble à pas grand-chose quand on se retrouve devant ça. Merci. Bon, je vais faire une annonce publique aujourd'hui. Je suis un père indigne parce que moi, je me fous carrément de mettre 2 bas pas pareils à mes enfants. Je veux réagir sur le commentaire de monsieur ici tout à l'heure qui disait on manque un peu de... C'est pas une mauvaise intention, mais on manque un peu d'attention sur l'implication des pères dans nos interventions. Ça m'amène à parler d'un autre point criant, que ce soit en santé, services sociaux ou en matière d'éducation, qu'il y a une faible représentativité d'hommes. Et ça, je pense que c'est un problème de société qui va plus loin que nos gouvernements, mais qui va aussi de monsieur, madame, tout le monde, puis se concerter et se sentir concerné sur le fait pourquoi il n'y a plus d'hommes qui veulent enseigner, pourquoi il n'y a plus d'hommes qui veulent travailler en C3S, en milieu hospitalier, en centre jeunesse. Ça devient des milieux majoritairement féminins. Et je pense qu'on a une question de fond à soulever au niveau sociétal dans cette préoccupation-là. Est-ce que c'est un manque de valorisation? Est-ce que c'est une crainte des poursuites? Parce qu'on sait que dans le passé, il y en a eu beaucoup aussi. Moi-même, pour avoir travaillé en milieu de garde à Montréal, la journée que j'ai touché un enfant pour séparer un conflit, j'ai reçu des appels des parents. Alors que ça arrive à tous les jours avec des collègues féminines. Ça arrivait à tous les jours avec des collègues féminines. Il n'y avait aucun appel des parents. C'était correct. Une femme, peu de choses en femme, un homme, attention. Fait que je pense qu'on a un gros problème de fond ici qu'il faudrait se questionner et faire un peu du marketing social sur le retour des hommes en éducation, santé et services sociaux. Merci. Je pense que ce que vous apportez, c'est un peu lié avec le manque de soutien dont parlait Carl. Donc, non seulement les pères ne sont pas soutenus, mais ils n'ont pas d'exemple masculin autour d'eux. À peu près une chose qui fait l'unanimité quand on rencontre les pères dans nos projets de recherche, puis on leur demande c'est quoi pour eux l'engagement paternel ou c'est quoi l'importance de leur rôle. La majorité des hommes qui ont mon âge vont dire moi, je veux pas être comme mon papa. Il était super, mais c'est pas ça que je veux reproduire. Je veux faire autre chose. Puis, quand ils se tournent pour voir qu'est-ce qu'il y a comme autre chose, il n'y a pas grand-chose parce que tous les modèles masculins qu'on voit dans notre société sont très rarement associés à des qualités d'éducation, de soins, qui sont toutes très précieuses auprès des enfants. Fait que je pense que ça contribue un petit peu. Puis c'est vrai qu'il va y avoir une réflexion à faire à ce niveau-là parce que les hommes sont rendus pratiquement absents de tous ces domaines-là. Puis, ton commentaire aussi met en perspective le fait que tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, ça fait partie d'un discours social sur l'engagement paternel. Mais qu'il y a toutes sortes d'autres discours à propos des pères que celui qu'on entend ici aujourd'hui. Il y a d'autres discours sociaux à propos des pères comme étant des personnes qui sont fondamentalement violentes, et puis qu'un père qui est un homme qui n'est pas violent, c'est un homme qui se contrôle. Mais que s'il n'y a pas ce contrôle-là, ça va remonter. Il y a plein de discours comme ceux-là qui viennent interférer aussi avec la conception que l'on a du père, puis ce qui se passe dans la réalité. Fait que quand on arrive sur le terrain, c'est confrontation de
perspective, de façon différente de voir le père, de voir la relation entre les enfants et les hommes, ça s'entrechoque. Oui? Moi, mon nom, c'est Clément Guévremont. Je travaille depuis trentaine d'années maintenant avec les auteurs de violences conjugales et familiales. Ma question, c'est plus un souhait pour les chercheurs. Il me semble qu'il devrait y avoir de la recherche qui porte spécifiquement sur les pères violents pour savoir comment ils peuvent installer un processus de réparation interne et externe, c'est-à-dire envers la conjointe, envers les enfants. On est dans un atelier sur la revalorisation de la paternité. Moi, je suis en train de réfléchir avec mes collègues sur faire un post-groupe pour les auteurs de violences conjugales spécifique sur le lien entre le père et les enfants dans cette idée-là de réparation pour soi et pour les enfants. Il y a peu de choses dans la littérature, sauf en psychanalyse. Donc, à suivre. J'ai un commentaire ici de je ne sais pas qui, la personne c'est pas nommée. Il dit que j'ai vu des mères, des conjointes très encourageantes et supportantes envers leurs conjoints, mais que ces derniers répondaient tout de même absents. Hein? Donc, je ne sais pas, Christine, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos du fait que il y a certains pères pour lesquels c'est difficile de se retrouver à répondre un peu à l'image ou à la représentation que tu as fait d'un père engagé, de l'engagement paternel. En tout cas, c'est un commentaire qui ouvre sur toute la dimension des obstacles à l'engagement paternel. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu. C'est toujours une question un peu délicate quand on parle d'engagement paternel, puis c'est ça qui est... C'est ça un peu... c'est ça qui me passionne dans le sujet de l'engagement paternel, c'est que c'est un sujet qui n'est pas neutre pour personne. Tout le monde réfère à sa propre vie, à son rôle de parent, au rôle que ses parents ont eu auprès de lui, puis ça suscite plein de choses. Puis je pense qu'il ne faut surtout pas mettre la responsabilité sur les conjointes pour les pères qui ne s'engagent pas, parce qu'il y en a qui ne feront pas ce choix-là pour une multitude de raisons. Alors, quand on parle des contextes qui favorisent l'engagement paternel, on regarde aussi les contextes qui peuvent être des obstacles. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que pour être engagé auprès d'un enfant, pour habiter son rôle paternel, ça prend du temps, ça prend de la disponibilité, puis ça prend de la volonté. Puis cette disponibilité-là, pour l'avoir, il faut avoir un certain minimum, souvent, qu'on se rend compte, qui est comme garanti. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est plus difficile pour les hommes de s'engager quand ils sont dans un état d'instabilité, que ce soit économique, que ce soit relationnel, que ce soit par rapport à eux-mêmes au niveau de leur identité. Cette instabilité-là fait que c'est très difficile de s'engager. Un enfant, c'est très, très demandant, puis c'est sans doute ce qui nous ramène le plus à nous-mêmes et à nos limites. Alors, c'est pas juste la responsabilité de la conjointe de faire en sorte que le père s'engage. Il y a aussi le père qui doit prendre ce chemin-là, qui doit prendre cette décision-là. Mais comme je le mentionnais tantôt avec les contextes, il faut vraiment être capable d'élargir un petit peu le regard puis de regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie du père à ce moment-là. Puis est-ce qu'il y a la disponibilité nécessaire pour être capable de s'engager? Oui, puis peut-être j'ajouterais aussi le fait que la façon dont on regarde un homme, hein, le regard qu'on pose sur lui, si on pose un regard en disant « je m'attends à ce que tu t'engages auprès de ton enfant hein? ». J'ai une grand-maman ici qui écrit, qui dit « je pense que ce soir, je vais aller parler avec mes 2 fils pour les féliciter de tout ce qu'ils font avec leurs enfants, avec mes petits-enfants. » Donc, le regard aussi de l'entourage du père, comment on le regarde, ce père-là, et quel genre d'attente on a sur le genre d'engagement qu'on pense qu'il pourrait avoir, c'est quelque chose d'important. Puis, un personnage aussi qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est l'enfant lui-même. Donc, l'engagement paternel, c'est aussi une réponse du père à des invitations que son enfant lui fait. Ça me fait penser, je vais vous faire une petite anecdote. Dans la région de Trois-Rivières, on a eu un projet à un moment donné qui s'appelait Papa pour la vie, où on organisait des activités par enfant. Et puis,
c'était dans le cadre d'organismes communautaires familles, hein, des maisons des familles dans les régions de Trois-Rivières. Et tout le monde le sait que dans ce type d'organismes-là, c'est beaucoup des femmes qui y travaillent et beaucoup des mères qui s'y retrouvent. Et puis, on tentait d'organiser des activités père-enfant. Et puis, on a principalement passé par les mères pour faire l'invitation auprès des pères. Pour une activité le samedi matin, tel mois, puis des choses comme ça. Et on avait une participation qui était intéressante, correcte. Mais là, on s'est dit, non, ça ne marche pas, là, il faut qu'on trouve un autre moyen. Puis l'autre moyen qu'on a trouvé, c'est de passer à travers les écoles primaires. Les activités, plutôt que de les publiciser à travers les mères qui participaient aux maisons des familles dans la région de Trois-Rivières, on envoyait une invitation à chaque enfant de la maternelle jusqu'à la 6e année et on invitait ces enfants-là, à inviter leur propre père à une activité avec eux. Je vous raconte pas tout ce que ça a fait, là, mais ça a décuplé la participation des pères aux activités. On se retrouvait avec des activités où on avait 10-15 pères avec leurs enfants, puis on se retrouvait avec des activités où il y en avait 150. OK? Et puis, on demandait aux parents de s'inscrire pour les activités en laissant un message sur le répondeur des maisons des familles. Et puis, il y avait souvent des enfants qui appelaient, un enfant de 8 ans, qui appelait, qui disait « Oui, OK, moi, je vais être là avec mon père. » Puis, il raccrochait. Donc, il faut vraiment pas minimiser la part de l'enfant aussi dans l'invitation que l'on fait au père de s'engager auprès de lui. Une autre... oui, Judith. Bien, un questionnement que j'arrive pas à répondre. Fait que s'il y en a qui veulent éclairer ma lanterne, je me mets dans la position d'un enfant. Je voyais défiler ce que tu présentais, puis ce que je voyais beaucoup, mettons dans le corridor au CPE, la maman qui dit « Est-ce que tu veux prendre ton sac? Est-ce que tu veux prendre ton sac? » Ce manque d'aplomb ou d'affirmation, mais en même temps, l'enfant observe qu'elle a un bon aplomb pour dire « Ça, je vais m'en occuper », tu sais, pour comme tasser le père. Ça fait que je sais pas comment un enfant fait du sens avec tout ça. De voir sa mère, parce que pour moi, c'est pas une question de sexe, de ne pas s'affirmer, c'est peut-être dans l'air courant maintenant, je sais pas, qu'il y a de douter de soi, le doute perpétuel, là, ça n'a pas de sexe, mais surtout comme parent, tu doutes. Fait que pour un enfant qui voit sa mère douter, bon, tu veux-tu prendre ton sac, ou mais je tasse le père, puis en même temps, une diapo qui nous présente que le père nous ouvre au monde, mais comment le père a beaucoup de difficultés à s'ouvrir pour aller chercher de l'aide dans ce monde-là qui est supposé être dans ce qui est un de ses atouts. Il ouvre sur le monde. Et je ne sais pas quoi penser, c'est ça qui me vient en tête, là. Des questions. Bien, Christine va tout éclaircir ça. Tu notes, hein? Oui, note. Oui, note. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a au Québec. On a un héritage culturel qui fait que les femmes, tu sais, les germaines, on dit au Québec qu'on est des germaines, c'est une expression, mais c'est fondamentalement, on découle de cette génération-là. Quand on regarde il y a 400 ans au Québec, ben c'était la mère qui gérait, qui prenait les décisions pour tout ce qui était la sphère domestique. Puis moi, ce que je constate beaucoup dans mon entourage, c'est des femmes qui veulent absolument que leur conjoint les aide et s'engage. Mais qui, le jour où le conjoint commence à négocier pour de vrai, d'avoir un pouvoir, donc quand les enfants rentrent à l'école, à quelle école ils vont aller? Là, c'est une autre paire de manches. Donc là, c'est comme si, moi, je veux que mon conjoint m'aide, je suis super contente, mais il va m'aider. Je reste la parente principale. Le jour où est-ce qu'on arrive vraiment dans une position d'égalité, où est-ce qu'on prend une décision à deux, bien là, c'est moins évident, je dirais. Fait que il y a vraiment, puis d'une manière assez particulière, je dirais que la majorité des hommes vont accepter cette position-là de mère comme étant le principal parent. Puis on l'a vu tantôt dans le sondage de RQAP, pourquoi les hommes ne prennent pas le congé parental, c'est plus important que la mère soit là. Donc les hommes aussi se mettent un peu en retrait, puis plusieurs hommes vont être super contents de suivre ce que leur conjointe leur demande de faire puis de prendre la place qui est comme faite pour eux. Puis c'est un petit nombre d'hommes qui vont ressentir le besoin de la négocier, cette place-là, pour avoir vraiment la place qu'ils veulent avoir.
comment l'expliquer? Moi aussi, je t'avoue que c'est quelque chose qui m'embête. Je regarde comment ça se fait que des hommes qui veulent être impliqués, qui en ont le désir, ça va être si difficile que ça, cette négociation-là. Puis si on parle d'un couple qui est encore ensemble puis qui est amoureux. Le jour où le couple se sépare, là, ça devient... On multiplie la complexité par au moins 1000. Alors, ça, c'est la première partie de la réponse. L'autre partie, vous faisiez le lien entre l'ouverture au monde Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental dans l'ouverture au monde que le père amène à son enfant. Le père, il se met dans un rôle qui fit tout à fait, qui coïncide avec ses caractéristiques intrinsèques d'être un homme qui est fort, qui est autonome, qui maîtrise la situation, puis il introduit ce qu'il décide d'introduire dans la vie de son enfant. Alors que l'homme qui doit aller s'ouvrir au monde quand il a besoin d'aide, qui doit aller chercher des services, bien, il est dans une position complètement inversée, où là, il n'est plus dans sa zone de confort, il n'est plus dans les habiletés pour lesquelles il a été socialisé, donc d'être fort, d'être capable, d'être persévérant. Là, il est dans une position complètement inverse, puis c'est beaucoup plus difficile pour lui. Les femmes, encore en grosse majorité, les femmes s'attendent à être soutenues d'une manière pratiquement inconditionnelle par leur conjoint, à travers tout ce qui est grossesse, accouchement, allaitement, avoir des enfants. Puis une question que je pose souvent en entrevue, je fais des entrevues je vois les papas en premier pendant 1h30, après ça je vois la maman. Puis on me posait la question, comment est-ce que... On demandait c'est quoi l'engagement paternel pour toi. Puis le père, systématiquement, dans l'engagement paternel, dans au moins 80% des cas, il y a soutenir ma conjointe. M'occuper de mon enfant, jouer avec lui, m'impliquer, puis soutenir ma conjointe. Puis on demande aux femmes, c'est quoi pour toi le rôle maternel? Soutenir le conjoint, il apparaît jamais là-dedans. Les femmes, être une bonne mère, c'est s'occuper de leur enfant, être aimante, être patiente, être tendre. Mais l'aspect du soutien du conjoint, il n'est pas là. Fait qu'on a quelque chose dans la construction qu'on s'est faite comme société de rôles parentaux qui est différente. J'ai une question ici, oui. C'est plus une réaction. Je voudrais réagir à plein de choses qui ont été dites. Je vais essayer de me focusser sur une chose parce qu'il y a plein de cloches qui sonnent. Je vais me concentrer sur la dimension de demande d'aide. Pourquoi les hommes ont... Et je dis les hommes, parce que c'est pas juste les pères. Je l'ai dit ce matin dans l'autre atelier, il y a paternité puis il y a masculinité aussi. On verra pas une gang d'hommes au cinéma se rencontrer pour aller voir un film en se tapotant les fesses en étant content de se voir. Par contre, ils vont faire un but au hockey, c'est les grosses accolades, puis on se tapoche les fesses, puis on est fiers, on est content. Pourquoi? Parce que dans l'action, on a créé une émotion. Et là, ça va permettre l'intervention. Donc, toutes les approches auprès des hommes qui vont, premièrement, les amener dans une activité, que ce soit une randonnée avec les enfants, que ce soit les boîtes à savon qui a été nommées en Abitibi, super initiative. Les hommes vont être dans l'action avec leurs enfants. Puis s'il y a des intervenants autour, on risque d'entendre en fin de journée « Hey, wow, ça fait longtemps que j'ai pas eu un beau moment comme ça avec mon enfant. » Et là, on rouvre la porte pour l'intervention. Et là, on rouvre la porte pour ouvrir ses émotions en tant qu'homme. Quand on travaille en CLSC, en centre jeunesse, NEMIT, en relation d'aide, quand une femme ou une maman débarque dans votre bureau, que vous soyez un homme ou une femme, elle vient chercher de l'aide, elle est prête, elle est déjà dans son émotion. À des degrés différents, on s'entend, là, mais elle est déjà... La démarche émotive est déjà faite. L'homme, quand il va être dans sa démarche émotive, souvent, il est trop tard à cause du caractère impulsif de la masculinité. Donc, vraiment, je pense qu'il faut adopter nos approches dans une action qui va aller chercher les pères en prévention puis en concertation, et ça va nous permettre de faire des interventions parce qu'on va avoir donné accès à l'émotion. J'ai un père ici qui témoigne de ce caractère transformateur que tu as évoqué aussi dans ta conférence, le fait d'être un père, comment ça me transforme. Et puis, c'est Jimmy qui dit « Je suis un père qui a eu la réalité en plein visage il y a maintenant 4 ans. » Elle, ma conjointe, arrivait un matin et me dit « Je suis enceinte. » Wow, le choc. Je me fais dire « Bon, tu débarques, tu embarques. » Puis j'ai décidé d'embarquer. J'ai tellement embarqué que j'ai pris le congé parental pendant 1 an et ça a été les plus beaux moments de ma vie. Lui apprendre à marcher, courir, parler, manger, etc.
Et quand je le vois aujourd'hui, comment il est, il me fait dire à tous les soirs par mon fils, « Papa, je t'aime », je crois que c'est le mot de la réussite. Je crois que j'ai bien réussi. Maintenant, nous sommes une famille de 4, papa, maman, fils et fille. Et ça fait écho aussi à un autre commentaire ou question qui a été posé un petit peu avant ici sur le web, qui évoque le fait que, oui, mais si le père ne s'engage pas de manière précoce, puis il n'est pas très engagé, puis que ça dure quelques années, y a-t-il moyen de récupérer ce genre de choses? Y a-t-il moyen de faire en sorte que l'engagement paternel, si ça n'a pas été là dans les premières années, qu'à un moment donné, ça éclot? Il y a quelque chose qui peut arriver. Donc, je ne sais pas si tu as des études à ce sujet-là qui ont abordé des choses là-dessus. Moi, j'ai pas lu d'études. Je peux dire qu'on a vu quand même un nombre considérable de pères qui avaient eu un premier enfant, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, un peu instable, pas dans un contexte idéal, évidemment pas planifié. L'enfant arrive, le couple se sépare, le père perd complètement contact avec son enfant. Et 8 ans, 10 ans après, rencontre une autre conjointe. Là, il est au bon moment dans sa vie, il fait un enfant, ça va bien, il est proche de cet enfant-là, puis il se rend compte de tout ce qui a manqué avec le premier et il reprend contact, il recherche son enfant, reprend contact et récupère, si on veut, le temps perdu. C'est sûr que la blessure de l'enfant va demeurer parce qu'il n'a pas vu son père pendant les 10 premières années de sa vie, mais je pense que c'est un peu comme l'attachement, on peut toujours améliorer la situation. Je pense que les enfants qui n'ont pas connu de père ou qui ont leur père d'une manière très, très ponctuelle dans leur vie, ça reste une blessure très, très profonde. Alors, moindrement que le père, même sur le tard, va essayer des choses pour revoir son enfant, partager des activités, bien, il compense une partie de cette blessure-là. Puis je pense qu'il n'est jamais trop tard. Oui, bonjour, Marc, travailleur de milieu à Famille Jeune auprès des pères. En tout cas, moi, j'ai remarqué que dans les familles traditionnelles, tu sais, je me souviens d'un père que, pour lui, la dimension de l'engagement, c'est être pourvoyeur. Fait que la minute qu'il perd sa job, il n'était plus rien, il n'était plus père. Puis moi, je faisais le reflet que, bon, ben écoute, tu sais, moi, je te vois avec tes enfants, tu es capable d'être tendre, capable de jouer avec eux autres, mais c'était pas important pour lui. J'ai vu beaucoup des hommes qui travaillent comme des fous parce que c'est leur manière d'être père, mais ils sont absents, puis à un moment donné, bon, ben la mère se tanne, puis il arrive à la maison, puis la clé ne fit plus, là. Fait que c'est là qu'il pète les plombs, mais dans sa tête, lui, il était père. Tout à fait. Puis cette dimension-là de rôle pourvoyeur, on l'a un petit peu, pas diabolisé, mais c'est presque rendu péjoratif être un père pourvoyeur, alors que tu as raison, c'est une partie super importante du rôle paternel. La majorité des hommes, ça fait vraiment partie de leur identité. Puis même les pères super engagés qui pensent qu'ils sont dans une relation super égalitaire puis que c'est pas si important que ça, le jour où ils perdent leur job et où ils sont plus capables d'être pourvoyeurs, bien là, on voit l'effet. C'est une des principales sources de consultation, souvent en santé mentale, ça ou une séparation. Donc, ça reste très, très important, cette dimension-là de l'engagement paternel. Puis, c'est important de toujours questionner, justement, tu sais, un comportement de quelqu'un qui se surengage au travail, bien, c'est quoi qui est en arrière de ça? Est-ce que c'est parce qu'il fuit la maison, parce que c'est tellement tendu, il y a tellement de conflits qu'il veut pas être là? Ou est-ce qu'au contraire, c'est sa manière à lui de contribuer, c'est la manière qui est le plus confortable de le faire parce que ça, il est capable, il le sait. Donc, il est déjà performant dans son travail. On voit ça beaucoup chez les hommes qui deviennent pères plus tard, qui ont déjà beaucoup de responsabilités au travail, qui sont super performants. Bien, de se retrouver avec un nouveau-né complètement imprévisible, qui ont de la misère à décoder, ça peut être super déstabilisant, puis ils vont préférer retourner au travail, faire beaucoup d'argent, puis pourvoir vraiment à l'environnement de manière un petit peu plus éloignée de l'enfant. J'ajouterais aussi que souvent, dans ces situations-là, c'est souvent des moments où ça devient tout à fait intéressant de donner une voix à l'enfant et puis de faire en sorte que le père puisse entendre son enfant parler de l'importance qu'il joue dans sa vie. Lorsque l'enfant est suffisamment âgé, ça devient un aspect tout à fait intéressant à pouvoir explorer. Il nous resterait à peu près un petit peu moins que 5 minutes. Oui, je me dirige. Merci, mon nom est Germain. C'est sous forme de question, peut-être d'appel à tous. Ça a été fascinant d'entendre tout ce que vous nous avez apporté comme portrait de qu'est-ce que ça apporte l'engagement d'un père pour le développement de l'enfant.
Là, je retourne la question du point de vue très individuel. Comment un père, puis je vous expliquerai le contexte de ma question, individuel, dans un cas bien précis, vers qui se tourne-t-il s'il doit ou a besoin de faire reconnaître officiellement, professionnellement, la qualité de son lien avec son enfant et que c'est dans le meilleur intérêt de son enfant de ne pas en être séparé. Je conclus la question en donnant le contexte. J'accompagne à titre bénévole de temps en temps des gens qui sont en situation de régularisation de leur statut d'immigration. Okay. Présentement, j'accompagne un monsieur qui, moi, de mon observation, est un très bon papa, mais concrètement, il est à risque plus ou moins imminent d'être déporté, d'être séparé de son enfant de 2 ans de façon durable. Parce que l'enfant est canadien, la mère est canadienne, c'est certain qu'ils ne partiront pas avec lui si jamais. Et il a la chance de démontrer, dans un examen humanitaire qu'il est en train de poursuivre, qu'un des facteurs à considérer, la loi le dit, il faut tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et je dois dire, je ne suis pas le plus démuni pour fonctionner dans les grandes organisations, mais je ne sais vraiment pas comment l'aider. Vers qui se tourne-t-il? À quelle porte frapper pour aller trouver un professionnel qui est équipé pour évaluer la situation concrète? On le sait, là, moi j'ai sorti, comme je suis venu ici pour m'alimenter, on peut faire valoir la recherche, mais dans son cas à lui, vers qui se tourne-t-il pour avoir une attestation individuelle? Je suis un bon père et c'est dans l'intérêt de mon enfant que vous ne m'en sépariez pas. C'est très concret comme question, mais quel corps professionnel? Excellente question. Ce père-là est dans le trouble. Oui. Parce que, je ne sais pas si je réponds à ta place, Christine, là, mais il n'y a pas vraiment de professionnels comme, par exemple, travailleurs sociaux, psychologues, psychiatres, qui actuellement pourraient se dire spécialisés dans l'évaluation de la relation père-enfant. Okay. Il y a plein de monde des professionnels qui sont spécialisés dans l'évaluation de la relation parent-enfant, okay. Mais il faut le dire, la formation que ces professionnels ont reçue, et principalement, je le mentionnais au début de mon commentaire tout à l'heure, les connaissances que l'on a sur l'enfant, les connaissances que ces professionnels-là ont eu sur le développement des enfants, met en veilleuse beaucoup l'impact que les hommes, les pères ont dans la vie de ces enfants-là. Bien, on est plein de monde ici aujourd'hui. Peut-être que votre appel pourrait être entendu. Vous êtes dans la région de Montréal, probablement. Et donc... un travailleur social, un psychologue, un chercheur qui peut aider dans une telle situation, mes contacts sont là-dessus, sur cette feuille-là. C'est vraiment un appel du cœur parce que lui, ce dont il a besoin, c'est pas juste de prouver que, en théorie et de façon générale, c'est bon d'être un bon père pour l'enfant, mais que lui en est un bon et que ça ne serait pas dans l'intérêt de son enfant d'en être séparé. Est-ce que ce monsieur-là vit actuellement son enfant avec son garçon? Non, mais il y a des contacts très OK, le message, c'est un message qui est lancé at large et même aussi aux gens qui sont sur le web. Il y a des gens, il y a des psychologues, il y a des professionnels qui travaillent à évaluer la relation père-enfant dans un contexte juridique, légal. Et puis, il y aurait probablement du monde pour faire en sorte de relever ce défi-là. Donc, je ne sais pas si ici dans la salle c'est le cas, mais je lance le message aussi là-bas. Ça va. Il est moins quart. Donc, je te remercie beaucoup, Christine, pour ce que tu nous as présenté. Et puis, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi les gens qui sont sur la toile d'avoir participé à cet atelier, à cette activité que l'on clôt maintenant.